bonjour à vous Sébastien. Et bonjour à tous. Je passe en dernier, juste avant manger. Mais finalement, vous avez chacun, toute la présentation, vous avez déjà fait le travail, puisque vous avez déjà fait la synthèse du contexte. Donc je suis le directeur du syndicat Mix Poisaronde, une structure qui n'est pas sur le bassin Artois-Picardie, mais sur le bassin Seine-Normandie. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous résumer 15 ans d'études en 15 minutes sur la tension quantitative. J'espère que ça n'arrivera pas chez vous. Chez nous, on baigne dedans depuis très très longtemps. Et on a un territoire qui est fléché et visé par quasiment tout ce qui existe sur le volet quantitatif. Il y a beaucoup d'acronymes, tout ça je vous le laisserai dans les diaporames évidemment pour que vous puissiez vous retrouver. Comme vous l'avez précisé, donc on est sur le bassin Seine-Normandie, on est sur le secteur du Compiègnois, et le SAGE Oise-Aronde est porté par le syndicat Mix Oise-Aronde depuis 2009. On regroupe jusque demain 9 EPCI, 92 communes. Demain soir, on agrandit notre territoire, on va passer à 137 communes. On passera de 270 à près de 500 km de cours d'eau et 3000 hectares de zone humide à près de 9000, puisqu'on a grandi notre territoire et on va passer à près de 200 000 habitants sur notre bassin. On a grandi notre périmètre d'intervention par rapport à des problématiques locales et des cours d'eau qui se ressemblent et des structures voisines qui nous ont demandé de s'associer avec nous pour avoir une force de frappe plus importante et un service public beaucoup plus efficace. Donc on est sur le secteur de Compiègne, et simplement avec cette carte, pour que vous puissiez comprendre comment ça s'organise sur le territoire. Ici, vous avez la vallée de la Ronde, le pôle compiègnois qui est en gris, et la vallée de l'Oise qui descend en direction de Conflans-Sainte-Honorine pour les confluer avec la Seine. Donc on est à la confluence de l'Aisne et de l'Oise. Il y a une grosse problématique d'inondation. Là, c'est le volet PI de la compétence GIMAPI. Et sur la vallée de la Ronde, comme je vous l'ai présenté ici, sur la partie... Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça. Sur la partie nord de notre territoire... Mais ça fonctionne, hein, il faut appuyer sur le petit carré qui se trouve sur la télécommande. Bon, vous avez reconnu qu'au nord de notre territoire, on a la vallée de la Ronde, et la vallée de la Ronde, elle a tout l'opposé, c'est des sécheresses, des assecs. On a plus d'eau dans le cours d'eau, et on est sur un territoire où il y a un conflit d'usage. Donc finalement, toute la bibliographie qui peut exister, sauf erreur de ma part, sur la partie de la gestion et de la tension quantitative, vous la retrouvez chez nous. On est un espèce de territoire pilote. On subit pas mal de choses, mais depuis 2009, les élus se sont mis autour de la table pour anticiper la crise. Mais la crise, on l'a vécue à de nombreuses reprises, comme vous, il y a peu de temps. Et on a les opposés, on a les extrêmes sur une année hydrologique ou sur des années qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas. Donc le changement climatique, moi j'en parlais il y a 15 ans, on prenait un petit peu pour un illuminé en disant « mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et finalement, on le voit bien sur nos chroniques et sur toutes les données qui sont suivies par le territoire, où finalement, le changement climatique, on le voit très bien sur les cours d'eau, les zones humides, puisqu'on est également en charge d'un site Natura 2000 qui est labellisé Ramsar, ce sont les marais de Sassy. Et donc on est en charge de la compétence GEMA, l'animation du SAGE, Ramsar et le SAGE, et la partie Natura 2000. Sur ces cartes, c'est assez simple à comprendre. Vous avez le département de l'Oise. Sur cette carte, c'est simplement la ventilation des prélèvements en eau potable. C'est assez homogène, c'est normal. En fonction des pôles urbains, vous avez des ronds qui sont plus importants que d'autres. Sur la partie qui est tout en haut, c'est les usages industriels. On voit bien qu'ils sont mobilisés sur la vallée sur une vallée. Souvent, on retrouve des gros pôles industriels le long des cours d'eau. Et puis, la partie agricole, elle est concentrée ici, sur ce territoire, et c'est le territoire du SAGE Oise-Aronde. C'est ce qui a aussi créé la dynamique on doit travailler ensemble pour conseiller les usages, parce que sur ce petit territoire, on concentre un petit peu tout ce qui peut déstabiliser ou dégrader un cycle naturel de recharge et de vidange d'une nappe. Tout ça, vous l'avez déjà vu au préalable, avec les chroniques de débit, en fait, on le voit bien. Là, c'est sur la partie de la nappe de la Craie, puisqu'on se partage également la même nappe sur le territoire. On avait une période de très hautes eaux qui a été connue en 2001, et puis une situation très basse en 2006. Et puis, ce qui était connu avec le suivi que l'on fait sur la partie d'hydrogéologie, c'est qu'on avait des cycles de hautes eaux et de basses eaux, les extrêmes, et puis on avait des décennies humides et des décennies sèches. Sauf que depuis 2010, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. On n'a plus du tout les mêmes cycles de recharge et de vidange. Et finalement, on a des vidanges qui sont de plus en plus importantes et des recharges qui sont de moins en moins longues. Donc finalement, on voit bien qu'il y a une déstabilisation dans la partie du cycle hydrogéologique. Et sur la partie des débits, on le voit bien qu'on a des précipitations efficaces. Je pense que vous en parlerez cet après-midi avec la profession agricole, mais les précipitations efficaces, finalement, on les a de moins en moins. Donc si elles sont de moins en moins présentes sur notre territoire, on a également nos cours d'eau qui subissent moins d'apport
par rapport à la nappe, puisque ce sont des cours d'eau qui fonctionnent uniquement en fonction de la piézométrie. Si la nappe est très basse, s'il y a beaucoup de prélèvements dans la nappe, on a nos sources qui s'assèchent, et ensuite on a des phénomènes d'assec. Donc on a une relation entre la nappe et la rivière qui a été modélisée, puisqu'on dispose d'un modèle hydrogéologique couplé à un modèle hydrologique, et ça nous permet de voir le fonctionnement entre les deux. Et là, vous avez simplement sur le bassin Seine-Normandie, voilà un petit peu comment ça se passe. On est la petite tache ici, vous avez la vallée de l'Oise qui remonte à Chimay en Belgique, et la vallée de l'Aisne qui redescend du côté de la Meuse de l'autre côté, et tout le bassin Seine-Normandie. Donc on est vraiment à la confluence de deux grands cours d'eau. Mais on est également au point de démarrage du canal Seine-Nord. Je pense qu'il y aura peut-être des questions cet après-midi par rapport à canal Seine-Nord. Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation du canal Seine-Nord. L'alimentation se fera chez nous. Et finalement, on ne sait pas vraiment comment ça va marcher. Puisque quand on est en commission locale de l'eau, ou quand on rend des avis, ou quand il y a le canal Seine-Nord qui vient, on leur a demandé d'intervenir au sein de notre clé, on n'a pas vraiment de réponse, pas d'éléments de réponse, et on botte en touche par rapport à ça, mais il y a quand même plusieurs millions de mètres cubes qui vont être prélevés aux portes de notre territoire. Et en plus, il y a la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France qui porte une étude hydrologie, milieu, usage et climat, HMUC, mais l'étude HMUC en période de hautes eaux. Ce qui est envisagé par la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, je pense qu'il y aura des représentants ici dans la salle qui pourront parler cet après-midi, c'est pour faire des prélèvements en période de hautes eaux, alors que quand on fait les études HMUC, c'est plutôt en période de basses eaux. Comment est-ce qu'on peut faire avec moins? Ce qui est envisagé par la Chambre d'agriculture, c'est d'avoir un prélèvement de plusieurs millions de mètres cubes à Compiègne, donc pour alimenter des retenues ou des réserves de substitution ou des retenues collinaires, on peut les appeler comme on veut. Mais dans tous les cas, ce prélèvement qui a une destination agricole va s'accumuler avec les prélèvements du canal Seine-Nord. Donc une fois de plus, ça s'accumule sur notre territoire et ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc heureusement qu'il y a un sage, heureusement qu'il y a une clé, heureusement qu'il y a des élus qui sont autour de la table, et puis au sein de ces différents collèges, il y a des échanges. Donc c'est déjà une très bonne chose et il faut préserver ces instances. Tout à l'heure, je parlais, j'ai eu comment dire, il y a eu des informations sur ce qui se passe chez vous. Ce que vous avez ici, en fait, c'est la ZRE, les calcaires carbonifères. Une zone de répartition des eaux, il y en a très peu, vous voyez, dans la partie des Hauts-de-France. Vous n'en avez pas chez vous, mais j'ose imaginer que si ça continue comme ça, un jour ou l'autre, les services de l'État définiront votre territoire comme prioritaire. Et dans une ZRE, il y a un contexte réglementaire qui s'applique. Je pense que le collègue de la DLT pourra en parler cet après-midi, mais ça doit commencer par la définition de volume maximum prélevable. Nous, c'est depuis 2009. Vous, ça arrive bientôt parce que le préfet des Hauts-de-France a demandé à toutes les structures porteuses de sages de porter des études pour définir des volumes maximum prélevables. Nous, on l'a déjà depuis 2014. C'est déjà une bonne chose. Parce qu'on a une ZRE, c'est la petite tâche qui est ici, c'est une ZRE superficielle. Sous nos pieds, à 500 mètres de profondeur, on a la ZRE de l'Albien. Il faut imaginer plusieurs couches qui s'accumulent les unes sur les autres. Et là, on vient de découvrir que la société Cristalline envisage de faire un pompage, le premier pompage dans la ZRE de l'Albien, à 500 mètres de profondeur pour alimenter une usine d'embouteillage de bouteilles d'eau. Donc on va avoir un prélèvement supplémentaire sous notre ZRE topographique pour un usage économique, alors que sur ce même territoire, tout est fait pour que ça ne marche pas. Ça commence une fois de plus également à faire beaucoup. Donc la clé est très attentive à ça, en plus du canal Seine-Nord et en plus de tous les projets qui se développent sur le Compiègnois et aux alentours. Je vous ai dressé un petit peu le portrait, il est un peu noir, mais finalement, s'il y a une clé, ça sert aussi à discuter et à échanger, et notre territoire, il a été visé par les services de l'État depuis 2009 pour mettre en place une ZRE. Quand il y a une ZRE, il y a la définition de volume. J'ai été un peu trop vite. Et la définition de volume, c'est ce qui est ici, c'est ce qui arrivera sûrement chez vous à terme. C'est que par usage, on a défini des volumes qui sont attribués à l'année, pour la partie de l'eau potable, pour la partie industrielle et pour la partie agricole. Et on a mis en place des paliers dégressifs pour ne pas que ça soit trop brutal pour les différents usagers, pour qu'il y ait un temps d'adaptation, adaptation au changement climatique, mais adaptation également à la baisse des prélèvements. Donc pour l'irrigation agricole, c'était 2,7 millions qui étaient prélevés sur ce petit territoire. C'est 280 km², une cinquantaine d'irrigants, et puis des prélèvements qui se concentrent sur 4 à 5 mois de l'année. Et donc avec un palier dégressif pour arriver à 2,2 millions en 2021. Et donc depuis 2021, ce palier ne doit pas être dépassé. Et donc le cumul de tous ces quotas, entre guillemets, c'est de ne pas dépasser 5,7 millions sur le territoire qui est ici en rouge, là-haut, sur les 280 km², pour préserver la ressource en eau, parce que souvent on se dit, il y a ce volet réglementaire qui s'applique, les arrêtés cadres, les arrêtés d'orientation, toutes les dispositions qui sont prises par toutes les structures, mais finalement l'objectif c'est de ne pas atteindre ces seuils, c'est de ne pas atteindre ces seuils où il y a des restrictions. Et ce qui est envisagé en 2014, c'est de définir ces fameux quotas, et on l'a bien vu que même en définissant ces quotas, même en les respectant, le changement climatique nous a rattrapés. Donc on est sur un territoire qui
même si depuis 2009, on a mis en place une zone de répartition des eaux, on a défini un volume maximum prélevable avec un modèle qui ne marche plus. Et pourquoi il ne marche plus? Parce qu'un modèle, il est calé sur une chronique, avec des hautes eaux, des basses eaux, des cycles intermédiaires. Depuis les années 2010, depuis 2014, le modèle ne sait plus simuler les recharges et les vidanges, parce que le changement climatique a complètement changé le fonctionnement de la nappe. La nappe de la Craie, on se partage, de chez vous jusque chez nous. Puisque la nappe de la Craie plonge sur le secteur de Compiègne, sous le bassin parisien. Ensuite, c'est d'autres nappes qui viennent s'accumuler sur le territoire. Donc finalement, on a tout un dispositif, de nombreuses études, près de 400 000 € d'études pour faire un modèle, pour définir des quotas et que ça puisse plaire à tout le monde. Vous imaginez bien qu'en commission locale de l'eau, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'arbitrages. Tout à l'heure, je voyais sur une slide arbitrage. Bah oui, en fait, il faut en arriver là, mais à un moment, il faut aussi savoir s'arrêter dans les discussions. Et vous le verrez dans une démarche de PTGE, il y a quelque chose qui va très vite arriver, c'est la donnée. Mais en fait, la donnée, est-ce qu'elle est bonne parce qu'elle est à jour, parce qu'elle est partagée par tout le monde? Et bien cette question, il faut se la poser très rapidement, parce qu'on a beau avoir beaucoup de bases de données dans nos structures, mais finalement, on en fait quoi de cette donnée? Est-ce qu'elle est partagée et est-ce qu'elle est entendue par les différents usagers et les différents acteurs du territoire? C'est simplement pour vous expliquer comment ça marche un petit peu avec la gestion volumétrique. La gestion volumétrique sur cette ZRE, ce qui est ici, c'est le VMPO, le volume maximum prélevable objectif, celui à ne jamais dépasser. Si on dépasse ce volume, enfin plutôt ce seuil théorique, il peut y avoir des impacts sur les milieux aquatiques. L'objectif d'un volume maximum prélevable de tout cet arsenal réglementaire, c'est bien de préserver les ressources en eau. Pour autant, on le voit bien, et là on a encore eu 4 km d'ASEC sur la source de la Ronde, le cours d'eau principal de la ZRE, qu'on a beau ne pas dépasser ces volumes, on a toujours notre cours d'eau qui est dans le rouge, ou voire même qu'il n'y a plus d'eau du tout. Donc on doit aller au-delà, et c'est pour ça qu'en 2019, les services de l'État nous ont empêchés dans l'instruction du gouvernement qui a défini le nouvel acronyme, Projet de territoire pour la gestion de l'eau, qui est très développé en Adour-Garonne, très développé en Méditerranée corse, mais très peu chez nous. Donc on est l'un des premiers dans le bassin Seine-Normandie. Il y en a un autre qui existe dans le secteur de la Beauce, qui est en route aujourd'hui, et finalement qui a mis en place, qui a plutôt confirmé la nécessité de stocker, tamponner et travailler sur tous les paramètres du grand cycle de l'eau. Je ne rentrerai pas dans le détail des conclusions de la Beauce, puisqu'on ne va pas forcément comparer les territoires qui ne sont pas les mêmes avec notre bassin. Mais donc on a cette démarche aujourd'hui de se dire, le PTGE, il a été imposé par les services de l'État, et vous l'avez bien vu que c'est assez tendu, assez crispé sur la commission locale de l'eau, le syndicat mixte Croix-Aronde et les différents usagers, notamment la profession agricole. Je ne vais pas vous dire que c'est tout beau tout rose, et ça a même été très compliqué, puisqu'on a même eu une contre-expertise du BRGM mandatée par la Chambre d'agriculture. Là, on s'est dit, ça commence à faire un petit peu également beaucoup, pour modifier quelques paramètres d'un modèle, parce qu'un modèle, ça se modifie autant que l'on veut, c'est toujours à dire d'experts. Et on s'était dit, ça serait peut-être bien qu'on recolle un petit peu les morceaux et qu'on arrive à de nouveau rentrer dans une relation de confiance et d'échange constructif avec la profession agricole, qui a été, visée par ces quotas. Ça a été imposé. La méthode de 2009 et jusqu'en 2014, c'est absolument pas la même qu'aujourd'hui. Là, je vous parlais de méthode dans le cadre d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Un PTGE, c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui. On parle de co-construction, évidemment, on en parle partout, surtout quand on est dans le cadre d'élaboration d'un SAGE ou dans vos contrats. Alors, je crois qu'en Artois-Picardie, vous appelez ça des contrats de bassin ou contrats de rivière. Nous, c'est des contrats de territoire eau et climat en Seine-Normandie. La co-construction, nous, on l'a définie comme la mise en place d'une gouvernance partagée. C'est-à-dire que le comité de pilotage, il n'est pas sous maîtrise d'ouvrage, l'étude elle est sous maîtrise d'ouvrage du SMOA, ça pourrait être sous maîtrise d'ouvrage du CIMEA par exemple. Pour autant, le comité de pilotage, c'est la structure qui arbitre et qui valide les différents rapports. Elle est partagée entre le président Marini, le sénateur Marini qui est président du SMOA, et le président de la Chambre d'agriculture de l'Oise. C'est-à-dire qu'on a réparti la définition et la validation des différents rapports entre les deux structures, et ça nous a permis de tenter d'apaiser le contexte et faire en sorte qu'on ait un contexte plus favorable pour les échanges et la construction et une relation de confiance. On a quelqu'un qui veut se greffer à notre échange. En tout cas, on se rend compte qu'il y a des discussions hebdomadaires au sujet des inondations, et ça, c'est bien aussi. Voilà. Donc le PTGE, je vais aller très vite. Le PTGE, nous, on l'a coupé en deux morceaux. Un PTGE, ça n'existait pas sur notre territoire, donc il a fallu se creuser la tête à savoir comment est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre. Le manager, on l'a vu, c'est une gouvernance partagée.
syndicats et chambres d'agriculture. Et puis ensuite, on l'a coupé en plusieurs morceaux parce que l'instruction du gouvernement dit beaucoup de choses, mais pas grand-chose. Donc on a voulu le décliner vraiment en version opérationnelle parce qu'on avait déjà un SAGE, on avait déjà un volume maximum prélevable, on avait déjà une ZRE, on avait déjà un modèle. Là on s'est dit, mais le PTGE va apporter quoi? Quoi de plus? Quoi de plus, c'est la confiance, la concertation, la co-construction, le partage, et d'arriver à une vision prospective. Parce que quand vous avez un SAGE, vous avez une feuille de route sur les 10 prochaines années, et après, qu'est-ce qu'on fait? On révise le SAGE et on recommence. Finalement, sur le volet quantitatif, on le voit, et vous allez voir qu'on touche à énormément de paramètres. Et quand on commence à toucher à un usage économique, que ce soit industriel ou agricole, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, et là il faut avoir les reins solides. Les reins solides au niveau de la structure qui porte le SAGE, c'est-à-dire avoir une stratégie politique, et puis d'avoir une feuille de route qui soit commune et partagée, entre tout le monde, et notamment au sein de la clé, et puis au sein de cette démarche du PTGE. Dans le PTGE, donc, on a la partie état des lieux, comme tout le monde, ensuite un diagnostic, une stratégie, un programme d'action, et ensuite la mise en œuvre. Dans la démarche du PTGE, on a bien une combinaison d'approches, comme toutes les études un petit peu prospectives. On a une approche globale des besoins. Là, on recense tout ce qu'il peut y avoir en termes de prélèvement, d'entrée ou de sortie sur le territoire. On a comme constat de base, évidemment, qu'on est sur un bassin avec un déséquilibre quantitatif et un conflit d'usage. Un conflit d'usage entre l'eau potable et l'irrigation agricole, et un conflit urbain-rural. J'ai oublié de le préciser, mais c'est que le territoire du Compiègnois va pomper de l'eau potable en dehors de son territoire communautaire. Comme ce qu'il existe aujourd'hui pour alimenter, sauf erreur de ma part, le Grand Lille, qui a pas forcément de la ressource en eau à sa disposition, ou la partie du Dunkerquois qui a besoin d'avoir de l'eau en quantité, finalement on va chercher de l'eau ailleurs. Tout ça, ça crispe aussi, et ça crée un conflit qui est bien présent sur un territoire. Donc on a les urbains de Compiègne qui pompent de l'eau sur le territoire rural et la vallée de la Ronde, qui la sèchent, et les agriculteurs qui disent, finalement, vous, les Compiègnois, débrouillez-vous et laissez-nous notre eau. Donc c'est un cas d'école, mais donc avec le PTGE, on a voulu travailler sur la mise en place d'un diagnostic et d'un programme d'action partagé. Et la différence, elle est là, parce que finalement, vous ne passez pas à l'étape supérieure si vous n'avez pas partagé l'intégralité du contenu, des rapports, et c'est la préfecture qui met son tampon, bon pour accord, on passe à la suite. On a quand même un garant dans la démarche. C'est-à-dire que la structure qui porte cette étude, si demain c'est le CIMEA ou d'autres structures, vous avez toujours un garant et un arbitre. Ce n'est pas le président de la structure ni la structure, c'est bien la préfecture qui prend ses responsabilités, puisque un PTGE, même s'il n'a pas une vision réglementaire, il est quand même sur une démarche qui est normée. Je vais aller très vite. Oui, la différence, si vous voulez bien, merci. La différence, c'est que dans la partie de l'état des lieux du diagnostic, on a mis en place un audit patrimonial. L'audit patrimonial, finalement, c'est qu'on a confié à un bureau d'études d'aller recenser auprès de tous les acteurs du territoire, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'ils ressentent le territoire, quels sont leurs besoins. Finalement, le contenu, moi je n'y ai pas accès. On a signé une charte plutôt de confidentialité entre le bureau d'études qui travaillait pour le SMOA, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au contenu, et l'objectif de ça, c'est que les personnes qui sont auto-auditées se disent que ça ne va pas être interprété ou ça ne va pas être vu comme quelque chose de mal par la structure qui porte cette étude. Donc nous, on était mis de côté, on n'a pas les conclusions, on a simplement eu une restitution globale. Et finalement, nos auditeurs nous ont dit qu'il y a eu énormément d'échanges à partir du moment où la confiance était remise en place. Donc finalement, quand vous lancez ce type d'études ou quand vous travaillez sur le volet quantitatif, c'est essentiellement la relation de confiance qui fait la différence. Dans la partie des prospectives, vous voyez aujourd'hui, on a un objectif, plutôt un volume à ne pas dépasser de 5,7 millions. Quand on a fait la tournée des besoins à horizon 2050, on arrive près de 10 millions de mètres cubes. 10 millions de mètres cubes, il y a cette différence de 4 millions, il va falloir les chercher quelque part. Et bien, le PTGE doit nous amener des réflexions, où est-ce qu'on va chercher cette eau. Par contre, il y a un postulat de base, c'est la sobriété, les économies, et s'il y a besoin, on trouvera des solutions pour aller chercher de l'eau ailleurs. Donc je vais aller très vite, parce que finalement, on n'a pas vraiment le temps. Mais dans la partie du diagnostic, il y a aussi quelque chose qui a été constaté, c'est que on doit faire autrement. À l'époque, les agriculteurs avec qui on discute très bien, nous disaient, moi, j'avais de l'eau, j'avais un contrat avec les agroalimentaires, ce sont les mêmes que chez vous, c'est exactement les mêmes sur le territoire de la Ronde. C'est pas une partie plaisir d'aller irriguer, et ça c'est vrai, on le voit quand on va avec eux. Par contre, ils avaient de l'eau en quantité, ils avaient des contrats, ils avaient également des filières. Aujourd'hui, l'eau, elle est plus disponible, là on commence à avoir des contraintes, et puis l'eau potable et l'urbanisation qui s'est développée, donc finalement à la fin ça commence à faire beaucoup. Et il y a ce déséquilibre qui a continué à se creuser sur le territoire. Donc il faut faire autrement et arrêter d'avoir les réflexions que l'on avait il y a 10 ou 20 ans. Et là, je pense que l'image résume bien la situation, c'est qu'il y en aura pour tout le monde ou pas.
Dans tous les cas, il faudra faire autrement, avoir une vision différente de la gestion de l'eau sur un petit territoire ou un grand territoire. Il faut mettre en avant la partie, comment dire, tout ça, je pense que vous l'aborderez cet après-midi, où on en a déjà parlé ce matin, au niveau des solutions. Par contre, nous, il y a une réflexion qui est en cours. C'est évidemment on travaille avec l'agro-transfert sur le volet de l'agronomie, pour la partie résilience, sur la partie des semences, sur la partie des méthodes d'irrigation. Par contre, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a deux choses qui sont arrivées sur la partie concrète du PTGE, puisqu'on va rentrer dans la phase 2. Aujourd'hui, on a mis en place un observatoire de l'eau, c'est-à-dire qu'on a été sur un outil informatique, sur une plateforme, un site internet, où on a tous les prélèvements qui arrivent de façon instantanée sur une base de données, sur une supervision, que ce soit les prélèvements en eau potable. Donc on a été chercher, on a conventionné avec Suez, SOR, Veolia pour aller chercher toutes les données instantanées des prélèvements en eau potable. Et dans le cadre du plan eau, on a également l'ensemble de notre territoire qui va être équipé par un télérelève. Donc tous les prélèvements agricoles, industriels et eau potable remontent sur la supervision du SMOA, et on a tous les prélèvements instantanés de notre territoire dans la nappe de la Crète. On sait exactement ce qui se passe et ça nous permet de faire le lien avec les services de l'État pour donner des tendances sur les prélèvements et vérifier qu'on ne dépasse pas les quotas, et ça nous permet d'anticiper une éventuelle tension quantitative sur le bassin. Tout ça, vous aurez le temps de le lire dans le diaporama qui vous sera fourni. Un PTGE, c'est très lourd, c'est fastidieux, c'est chronophage. Par contre, ça demande un travail de concertation, et ça, ce que je pourrais retenir, pour avoir mené beaucoup d'études depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est vraiment la co-construction et de mettre en place une gouvernance partagée. C'est quelque chose qui marche chez nous, peut-être que c'est transposable, mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de jouer la carte de la transparence. La transparence sur tout ce que le syndicat ou les structures qui sont dans la salle ont à produire, ou les données, c'est de partager les données. Par contre, la donnée, il faut vraiment qu'elle soit partagée par tout le monde, et ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité qui fera la différence. Merci infiniment, Sébastien Deschamps.